sommes de retour et cette fois-ci, elle s'est très bien installée car oui, c'est une dame. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis tout simplement avec, Madame Charline Mengue Ntontoum, bien sûr. Alors, elle est présidente de l'ONG Résilience. Mais ce n'est bien sûr pas à moi de vous en dire plus parce qu'aujourd'hui, nous allons parler en quelques mots de chimiothérapie, de radiothérapie et bien sûr, vous l'aurez compris, de cancer, mais cette fois-ci, cancer pédiatrique. Alors, Madame Charline, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Alors, Madame Charline, vous êtes la présidente de l'ONG Résilience. Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cancer pédiatrique? Parce que, honnêtement, nous n'avions pas du tout la connaissance de ce cancer pédiatrique. Nous connaissons le cancer de l'utérus, cancer de côlon, cancer de l'homme, de la prostate. Mais cancer pédiatrique, alors, qu'entendons-nous par cancer pédiatrique? Bon, je vais d'abord présenter l'ONG Résilience et me présenter également. Je suis Charline Mengue Ntontoum, présidente de l'ONG Résilience. Et l'ONG Résilience fait dans la lutte, la prévention et le soutien aux parents des enfants atteints de cancer. Donc nous faisons surtout dans la lutte contre le cancer chez l'enfant. Parce que au Gabon, on n'en parle pas. Nous connaissons le cancer de la femme avec Octobre Rose. Nous connaissons le cancer de l'homme avec Novembre Bleu. Et on parle difficilement de Septembre en Or avec le cancer de l'enfant. Parce que l'enfant aussi peut être diagnostiqué du cancer. Et au Gabon, nous en avons. Et ils sont nombreux. Alors déjà, comment est-ce que l'ONG a-t-elle commencé? Comment ça vous est venu de créer cette ONG aux Résilience? Est-ce que c'est par un vécu personnel? Est-ce que c'est par un constat? Comment est-ce que ça vous est arrivé de créer cette ONG? Qu'est-ce qui vous a motivé? Tout est parti de mon histoire personnelle. Mon fils avait été diagnostiqué d'un cancer à 11 ans et demi. Aujourd'hui, il en a 13. Et ça a commencé par un bouton sur le cou. Avec le bouton, je me suis dit, ce sont certainement les oreillons. On va frotter la sonde comme d'habitude. Et au bout de quelques temps, je suis allée voir mon voisin. Ça a tenu un mois, un peu plus. Je suis allée voir mon voisin, médecin, gastro-entérologue. Et je lui ai dit, docteur, ça m'inquiète. Il m'a dit, ce que je vois là n'est pas très bon. Avoir un ganglion aussi gros, c'est une urgence. Il faut aller à l'hôpital et très vite. Quand on a un ganglion aussi gros sur le cou, on a potentiellement l'une de ces 3 maladies. Donc, le sida, la tuberculose ganglionnaire et pire, le cancer. Vous voyez que des 3, il n'y a rien de facile pour un enfant. Après m'avoir dit ça, je me suis rendue à l'hôpital Égypto. J'ai consulté un médecin, un pédiatre, qui m'a dit est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui souffre de la tuberculose? Parce que ce que je vois là n'est pas bon. Je lui ai dit non. Elle m'a prescrit des examens. Parmi les examens, il y avait le bilan sanguin, parce qu'il fallait déjà isoler le sida. Nous avons fait le bilan sanguin, il n'y avait pas de sida. Elle nous a prescrit une échographie cervicale. Et je suis retournée voir mon médecin conseil qui m'a dit, bon, l'échographie cervicale, ce n'est pas ce que j'aurais prescrit. Il y a une masse. Nous cherchons l'origine de la masse. L'échographie cervicale permettra de voir qu'il y a une masse. Ben, allez-y, le médecin a prescrit, allez-y. Nous avons fait, il y avait effectivement une masse. Le médecin a demandé le scanner. Nous avons fait, le scanner a montré qu'il y avait plusieurs ganglions. Et là, le médecin l'a d'abord mis sous traitement de la tuberculose. Parce que le médecin m'a dit, la tuberculose ganglionnaire n'apparaît pas dans la salive. Donc, on va d'abord le mettre sous traitement. Et au bout d'une semaine, la masse devrait diminuer. Mais au bout d'une semaine, la masse était toujours là, le petit n'était pas fatigué. Je retourne vers le médecin lui dire, bon, il y a un souci. Il n'est pas fatigué, la masse est toujours là. Le médecin a demandé de faire la biopsie. Et là, elle m'a expliqué qu'elle n'a pas voulu qu'on fasse la biopsie dès le départ parce que ça fait mal. Et comme il est tout petit, mais là, on n'a pas le choix.
On a fait la biopsie et puis voilà. Nous sommes tombés sur ce qu'on ne voulait pas. Un lymphome de Hodgkin, un cancer. C'était chaud, hein? Alors, on arrive au niveau du cancer. L'enfant a le cancer, il est diagnostiqué à son jeune âge. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment? Qu'est-ce que vous prenez comme initiative ensuite face à cette situation? Bon, déjà, il faut noter que avant de récupérer les résultats, parce que ça nous a quand même pris 2 semaines, je me documentais. Qu'est-ce que ça peut être au cas où ce sera un cancer? Quelles sont les pistes de solution? Quel genre de cancer ça peut être? Et on me proposait sur Internet les lymphomes, la leucémie. Donc je me documentais histoire d'être préparée également. Donc le grand jour étant arrivé, j'ai pris les résultats et que j'ai vu que c'était un lymphome de Hodgkin, je savais de quoi on parlait parce que j'étais déjà avertie à l'avance. Mais c'était fort. Ça n'allait pas dans ma tête. Mon bébé, il n'a qu'11 ans, un cancer. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un karma? Par quoi je commence? Par où je vais finir? Je vais pleurer dans la maison de qui? Je vais faire quoi? Et j'ai appelé mon médecin conseil dans mon voisin. Je lui ai dit, docteur, c'est un lymphome de Hodgkin. Il m'a dit, ça se traite. Et ça se traite très bien. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller à l'hôpital, là rapidement. Allez voir votre pédiatre. Il va vous prescrire un mot, une lettre de recommandation. Et cette lettre de recommandation, vous l'emmènerez à l'Institut de cancérologie. À partir de là, le petit sera pris en charge. Ce que j'ai fait, je suis retournée à Égypto. J'ai montré au médecin. Le docteur m'a dit, maman, c'est ce qu'on craignait. C'est un cancer. Il faut que la prise en charge soit vite faite. Là, on n'a pas de temps à perdre. Elle m'a donné le mot. Je suis partie à l'Institut de cancérologie, mais ça n'allait pas. Pour moi, cancer, c'est la mort. Alors, comment ça s'est passé ensuite, la prise en charge, l'enfant, les médecins? Est-ce qu'au Gabon, il y a des médecins compétents ou encore est-ce qu'il y a des structures adéquates pour ces enfants qui souffrent de cancer? Vous l'avez vécu en particulier. Est-ce que vous avez quand même pu trouver du réconfort au niveau des infrastructures? J'y arrive d'abord du Gabon. Est-ce que nous sommes au Gabon dotés des machines ou encore des infrastructures nécessaires pour lutter face à ce cancer? À tout type de cancer. D'accord. Il faut noter que lorsque j'ai les résultats, je dis à mon médecin conseil, est-ce qu'il ne faut pas déjà essayer de partir du Gabon? On parle d'un cancer, c'est mon bébé, je vais me battre pour qu'il sorte de là. Est-ce qu'à l'Institut de cancérologie, on traite? Et est-ce qu'on traite bien? Le médecin m'a dit, au Gabon, nous n'inventons pas la roue. Le traitement mis en place au Gabon est le même partout. La seule crainte avec le Gabon, c'est que nous pouvons nous retrouver en rupture de médicaments. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc, je suis partie à l'Institut de cancérologie. C'était un vendredi. J'ai pris rendez-vous. Et en sortant, j'ai fait ma belle rencontre. J'ai rencontré une dame, paix à son âme, Armelle. Elle était dans le taxi et elle est fond. Je suis fond et elle parlait avec une autre enfant. Et là, elle nous racontait, elle parlait de chimio, comment ça se passe, bref. Et je m'approche de la dame, enfant. Je lui dis d'abord bonjour. Elle me dit bonjour. Je lui dis, je t'entends parler de chimio, de cancer. Tu es là-dedans? Elle dit oui, je suis dedans depuis. Comment ça se passe? Est-ce que tu tiens? La chimiothérapie, c'est quoi? Est-ce qu'on vous met dans une grosse machine? Comment ça se passe? Je comprends rien, je veux comprendre. Elle me dit, pendant que moi je parle à voix basse, parce que c'est un cancer, pour moi c'est un tabou. C'est considéré comme tabou, oui. Il faut cacher. Elle me dit, quoi, tu as le cancer? Je lui dis non, j'ai pas le cancer, c'est mon fils qui a été diagnostiqué du cancer. Elle me dit, non, moi je suis dans le combat depuis.
Ça fait 3 ans déjà. Quand j'arrivais à l'Institut de cancérologie, j'étais vraiment... Il me restait à peine quelques temps à vivre. Ça fait 3 ans, je suis dans le combat, je vais bien. La chimio, ce n'est pas une grosse machine comme tu penses. C'est un pharmacien qui prépare des produits. Et les produits sont... La liste des produits est donnée par le médecin oncologue. Donc, il prépare les produits et on la place comme la perfusion du palu. C'est juste ça, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Bon, encore que les produits sont dangereux, mais on ne nous met pas dans une grosse machine. Et aujourd'hui, je vais mieux, ça va, je suis dans le combat, j'ai repris du poids, j'ai perdu des cheveux, tu vois, ils ont repoussé, j'avais noirci, ça va, mon teint est revenu. Les effets secondaires sont un peu durs, mais ça ira. Elle a été ma belle rencontre. C'est celle-là qui m'a donné la force de me lancer. En rentrant, j'ai expliqué au petit ce qu'il avait et qu'on devait aller à l'hôpital. Je ne lui ai pas dit cancer. Je lui ai dit, tu as été diagnostiqué d'une maladie grave, une maladie assez difficile, mais il va falloir que tu sois fort. Parce que j'aurais besoin que tu sois fort pour que je tienne également. Le lundi est arrivé, nous sommes partis à l'Institut. J'ai rencontré le médecin qui devait s'occuper de mon fils, Dr Ndakisa Betty, à qui j'en passe un coucou. Une dame adorable. Je ne savais pas qu'on avait des médecins comme ça. Nous sommes arrivés, elle m'a dit, maman, vous êtes hospitalisée. J'ai dit, mais docteur, je suis venue, je n'ai pas de drap, je n'ai pas de serviette, je n'ai rien. Elle m'a dit, non, c'est un petit problème. Venez, je vous donne le drap. Mais le petit, il ne rentre pas, il est hospitalisé. Ah, c'était chaud. Je sentais que je voulais pleurer. J'ai demandé au petit d'aller prendre le sandwich. Et quand je restais avec le médecin, je dis, docteur, est-ce qu'il y a de l'espoir? Dites-moi la vérité, dans cette histoire, je suis la première à être malade. C'est mon bébé, hein. Mais je veux la vérité. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant ait le cancer? À son si jeune âge? Moi, je n'en ai pas encore eu. Dans ma famille, il n'y a pas d'antécédent. Elle m'a dit, maman, je ne sais pas, mais l'urgence, c'est de soigner celui-là. On va commencer le traitement. Mais déjà, on va refaire les examens, faire le scanner pour voir à quel niveau se situe déjà la maladie, à quel stade il est, pour mettre en place un protocole. Là, tout a commencé. Nous avons fait un mois d'hospitalisation, pardon. Nous avons fait un mois d'hospitalisation. Le petit a commencé la chimio. Au bout de 3 jours, il a perdu les cheveux. Ce n'était pas facile, mais il fallait être fort et résilient. Alors justement, pour vous qui êtes déjà passé par ce chemin, alors pour toutes ces familles, certainement, dites-nous aussi la prise en charge au niveau de l'État. Est-ce que l'État soutient les familles qui sont dans cette situation, ou bien vous avez été laissé à vous-même, à votre sort, au niveau des finances, du suivi? Est-ce que l'État a participé au niveau de la prise en charge de la chimiothérapie, la radiothérapie et toutes ces choses? Bien sûr, et je peux vous dire que sans l'État, je n'aurais pas pu. Un merci particulier à la CNAMGS, parce que le traitement de chimiothérapie est pris en charge à 100%. Mais on paie un tiers payant pour l'hospitalisation. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on devrait dépenser. Le malade hospitalisé, il est nourri. L'accompagnant n'est pas nourri. Le malade est nourri. Les médicaments, une bonne partie des médicaments est prise en charge. Après les 5 mois de chimiothérapie, il fallait qu'il fasse une radiothérapie. Et la radiothérapie n'étant pas fonctionnelle au Gabon, a nécessité une évacuation. L'évacuation a été prise en charge par l'État? À 100%. Et pour toutes ces familles qui n'ont peut-être pas la CNAMGS, est-ce que c'est possible aussi d'avoir un accompagnement venant de l'État? Bon, ce n'est pas déjà normal qu'un Gabonais dans son Gabon n'ait pas la CNAMGS. Ce n'est pas normal. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, allez-y faire. Ce n'est pas normal qu'un Gabonais dans son pays ne soit pas immatriculé à la CNAMGS.
Maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'immatriculation, qui ne sont pas à la CNAMJS, je ne saurais vous dire. Parce que je parle de mon cas. Parce que au moment d'aller en évacuation, de l'aéroport jusqu'à l'aéroport au retour, tout a été pris en charge. Donc le billet d'avion aller-retour pour le petit et moi, l'hébergement, les soins, tout ce qu'on a dû faire là-bas était pris en charge. Alors aujourd'hui, l'enfant, il va bien, il est guéri. De temps en temps, vous faites certainement des tours à l'hôpital pour quelques visites. Alors, ça voudrait tout simplement dire que pour toutes ces familles qui sont là, il y a de l'espoir, il y a possibilité de guérir. Déjà, demandez votre enfant, il était en quelle phase du cancer? Et je pense qu'il y a des phases, il y a des degrés. Des stades. Des stades. Alors, quel stade était le vôtre? Il était au stade 2A. Stade 2A, c'est-à-dire? Il était au début du stade 2. D'accord. Donc, c'était gérable. D'accord. Heureusement, nous avons été promptes, la prise en charge a été faite à temps. C'est pourquoi je lance aussi cet appel aux parents pour être vigilants. Parce que vous voyez qu'un enfant qui arrive à l'hôpital au stade 2A a plus de chances de guérir qu'un enfant qui arrive au stade 4, au stade 3. Parce que plus le stade évolue, plus la maladie se propage dans le corps. Et arrive un moment où le corps est complètement contaminé, la maladie a pris le corps et là, ça devient difficile. Alors, vous revenez au Gabon suite à votre évacuation à l'étranger, vous revenez au Gabon avec votre enfant et là, vous décidez tout simplement de créer cette ONG Résilience qui est voilà, aujourd'hui au cœur des médias, si on peut le dire ainsi. Vous faites le don du sang. Essayez de nous parler un peu de ce don. Pendant notre hospitalisation, j'ai fait un constat. Chimio égale transfusion sanguine. Le cancer et la chimiothérapie affaiblissent énormément les enfants. Il faut les transfuser. Et avec la CNAMJS, la poche de sang est à 12 000 francs. C'est chaud. Ce n'est rien pour certains, mais quand ça devient une maladie à longue durée, ça devient chaud. Parce que vous avez des enfants qui reçoivent 3, 4, 5 transfusions dans la semaine, parfois même 10. Donc, en rentrant, je connais les difficultés, je connais ce qui se passe. Il faut essayer de soulager ceux qui sont encore dans le combat. Aujourd'hui, Boris Junior va bien, mon fils, il va mieux, il est en plein contrôle, il va mieux, il ne prend plus de traitement, il ne prend plus de médicaments. Et je vois d'autres parents, j'en discute avec les parents des enfants atteints de cancer, je leur dis, bon voilà, nous avons été dans le combat, certains ont perdu des enfants, d'autres des enfants sont encore en vie, il faut qu'on en parle, il faut qu'on crée une ONG, il faut que les choses changent et nous sommes bien placés pour faire changer les choses. En décembre, nous organisons l'Assemblée Générale Constitutive, nous créons l'ONG Résilience. Et en créant l'ONG Résilience, notre premier projet a été de soulager les parents, de soulager ces parents-là qui sont dans le combat en essayant de faire en sorte qu'ils aient la gratuité sur les poches de sang. Et nous nous sommes rapprochés du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons présenté notre projet et M. Osibadjo, à qui je dis un merci, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, a cru en nous. Il a dit, allez-y, on verra si vous pouvez. Nous avons organisé une première campagne de collecte. À travers cette campagne de collecte, nous sommes devenus ambassadeurs du don de sang. Et en tant qu'ambassadeurs du don de sang, nous avons 10% des poches que nous collectons lors de nos campagnes. Et nos 10%, nous les donnons gratuitement aux enfants de l'Institut d'Akanda. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Donc, lors de notre première campagne à Antoum, nous avons eu 25 donneurs, ce qui nous a valu autour de 3 poches. Ces 3 poches, nous les avons remis aux enfants atteints de cancer. Et au rond-point du PK12, nous avons eu 23 poches également. Nous avons eu 2 poches gratuites et ces poches, nous les avons reversées aux enfants atteints de cancer. Et comment ça se passe? En tant qu'ambassadeur du don de sang, le Centre national de transfusion sanguine nous a donné une carte
la carte d'ambassadeur. Oui. Et avec cette carte d'ambassadeur, les malades se présentent au centre, au CNTS. Avec la carte, ils sont servis gratuitement. Donc, vu que nous sommes tout le temps sur le terrain, cette carte, nous l'avons remise au médecin oncologue, l'oncopédiatre. C'est elle qui est au contact avec les enfants, c'est elle qui prescrit les ordonnances. Donc, nous lui avons remis la carte. Et avec la carte, ils se présentent au CNTS et on leur sert le sang gratuitement. Alors vous avez pratiquement enlevé une épine des pieds de ces personnes. Déjà, essayons un peu de revenir. Vous avez une caméra, Madame Mengue, vous avez une caméra et des familles qui vous regardent. Vous avez des pères et des mères qui se demandent, mais comment je dois faire pour reconnaître déjà que ça c'est un cancer, ou déjà quel est le signe qui doit m'alarmer en tant que parent. Vous êtes passé par là, vous avez quand même déjà un vécu, vous avez certainement eu des conseils venant des médecins professionnels d'ici et d'ailleurs. Alors, quel est le signe qui doit alarmer le parent à la maison? Est-ce que c'est prendre les médicaments? Est-ce que c'est lorsque l'enfant fait une fièvre, une forte fièvre qui ne cesse pas? Est-ce que c'est lorsque les boutons sortent sur le corps? Quels sont les signes quand même qui doivent alerter un parent concernant la santé de l'enfant? Je dirais que tous les signes doivent alerter les parents. Le ganglion sur le cou, comme je vous disais, le médecin avait dit ça peut ne pas être un cancer. Nous avions 3 supposées maladies. Ce que je dirais aux parents, c'est lorsque votre enfant a un comportement inhabituel, amenez-le chez le pédiatre. Il peut avoir le ganglion enflé sur le cou. Ça peut être un cancer, comme ça peut ne pas être un cancer. Il a un ganglion à l'aisselle, sous l'aisselle. Il faut consulter. Il a des boutons. C'est pas la gale, c'est pas la boubouille. On ne sait même pas si c'est la gale ou c'est la boubouille, mais il a un bouton qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Il faut consulter un pédiatre. L'enfant est tout le temps fatigué. D'habitude, il est jovial, il joue, mais depuis 2-3 jours, il est tout le temps allongé, il est fatigué. Il faut consulter un pédiatre. L'enfant fait des anémies. On va en pharmacie, on fait le test de palu. Il n'y a pas le palu. Il faut consulter un pédiatre. L'enfant a le ventre ballonné, il fait bien les selles, il a l'air d'aller bien, mais il a le ventre ballonné. Il faut consulter un pédiatre. Il a des yeux qui brille, il a des yeux pas comme les miens là, il faut consulter un pédiatre. Donc, à partir du moment où vous remarquez que votre enfant a quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, il faut consulter un pédiatre. Tous ces signes peuvent ne pas être un cancer. Ça peut ne pas révéler un cancer, mais ça peut révéler une autre maladie. Et peu importe la maladie, tant qu'elle est prise à temps, on peut en guérir. Je vous parle un peu du cas de mon fils. Il a été pris en charge à temps. Aujourd'hui, il est en rémission. Il n'est plus sous traitement. Alors que si on avait attendu 3, 4, 5, 6 mois... Si vous aviez vous-même donné votre traitement à la maison, du palu... Je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais ça aurait été grave. Notons que le cancer chez les enfants se manifeste très vite, contrairement à chez les adultes. Chez les adultes, il peut prendre 10, 15 ans pour se manifester, alors que chez les enfants, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mois, il est métastasé. Chez les enfants, il va très vite. C'est pourquoi nous devons toujours regarder nos enfants. Je comprends qu'il y a des parents qui travaillent, qui partent de la maison très tôt, qui rentrent très tard. Mais même dans ce contexte, prenez la peine de faire le tour des chambres. Discutez avec vos enfants. L'enfant peut avoir remarqué quelque chose. Et lorsque vous demandez à l'enfant, est-ce que tu vas bien? Comment tu t'es senti la journée? Est-ce que tu n'as pas été fatigué pendant que tu prenais ta douche? Est-ce que tu n'as pas senti une boule à l'aisselle? Est-ce que tu n'as pas senti une boule quelque part? Est-ce que tu as un nouveau bouton? Ça peut faire en sorte qu'on réagisse tôt. Parce que si on part, on rentre, lorsque ça va se manifester, il sera déjà trop tard. Alors, Madame Charline Mengue-Ntoum, vous êtes présidente de l'ONG Résilience. Quelles sont les activités pour le futur, d'accord, de votre ONG, et quels sont les objectifs que vous voudriez atteindre, on va dire, dans 5 ans? 5 ans, quelles sont vos activités, donc votre futur
en tant que président de l'ONG, comment vous le voyez et déjà quelles sont les activités présentes, les activités futures de l'ONG? Nous sommes actuellement sur la campagne de don de sang. C'est la priorité de l'heure. Nous ne pouvons pas parler de lutte contre le cancer sans parler de transfusion. Donc notre priorité de l'heure, c'est de rendre gratuite la poche de sang, soulager ces parents-là. Et notre objectif, c'est 0 décès. C'est possible. Si tout le monde s'y met, si les parents s'y mettent, l'État s'y met, ce sera possible. Nous pourrons atteindre cet objectif. Alors, si on veut faire don de son sang, comment est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit aller? Au Centre national de transfusion sanguine, si vous voulez faire don du sang au compte de l'ONG Résilience, voilà, au Centre national de transfusion sanguine, vous précisez que vous venez donner du sang pour l'ONG Résilience et votre don rentrera dans notre compte. Et la semaine fin juillet, donc du 29 au 31 juillet, nous serons au rond-point de Nzayon. Donc nous vous attendons massivement parce que plus nous avons des donneurs, plus nous avons du sang à donner gratuitement à nos enfants. Pardon. Ok, nous étions avec, voilà, Madame Charline Nguema, voilà, Charline Mengue, j'y arrive un tout. Voilà, et nous parlions de don de sang. Alors, c'est important tout simplement, en tant que parent, de toujours vérifier l'état de son enfant. Ne faites pas de traitement à la maison. Tant que vous n'êtes pas médecin, ne faites pas de traitement à la maison. Regardez tout simplement, il faut observer votre enfant et aller dans une structure hospitalière de la place très proche pour tout simplement faire un contrôle et c'est très important. Nous parlons du cancer de la femme, cancer de l'homme, mais sachez maintenant qu'il y a aussi le cancer des enfants, donc ça s'appelle le cancer pédiatrique. Et oui, vous pouvez, votre enfant peut en guérir si bien sûr il est détecté tôt et l'enfant est pris en charge tôt. Donc ça veut tout simplement dire que vous pouvez réussir dans cette lutte. Certainement, s'il y a des familles qui sont aussi déjà dans ce cas, sachez tout simplement qu'il y a possibilité que l'enfant guérisse. Voilà. Donc et nous invitons aussi toutes ces personnes de bonne volonté, bien sûr, à se rendre à Nzayon, rond-point Nzayon, pour une transfusion sanguine gratuite. Ça veut dire que vous donnez votre sang gratuitement, mais c'est pas fortuit parce que votre sang va servir à sauver la vie d'un ou plusieurs enfants. C'est déjà très satisfaisant, voilà, tout simplement. Alors, voilà, bien sûr, nous serons avec vous, certainement, madame, pour Septembre d'or, c'est ça? Septembre en or. Septembre en or, voilà. Septembre en or, il n'y a plus que octobre rose, novembre bleu, il y a maintenant septembre en or. Donc, ça veut dire qu'en septembre, nous serons vêtus d'or. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le réveil matinal, c'est toujours ça. C'est aussi important pour nous, tout simplement, d'un numéro, par exemple, un numéro pour vous joindre. Si après l'émission, des personnes veulent avoir plus d'informations, comment faire pour vous joindre, vous qui êtes la présidente de l'ONG? S'il y a un numéro, vous pouvez le communiquer, pas de souci. Bien sûr, pour nous joindre, vous pouvez appeler au 077 86 92 06. Retirez encore. 077 86 92 06. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, nous sommes disposés à vous répondre, à vous donner tout ce que vous voulez comme information concernant le cancer pédiatrique et le don de sang. Mais n'oubliez pas, j'avais oublié quelque chose. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites un don de sang, vous bénéficiez d'un bilan sanguin. Gratuitement, c'est Longori. Je pense que vous venez de donner l'inspiration à plusieurs Gabonais en fait d'aller justement donner leur sang. Il y a aussi Longori. Donc, lorsque vous donnez le sang, le Centre national de transfusion sanguine vous fait un bilan sanguin. Vous avez comme examen l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, le sida. Beaucoup parmi nous ne connaissent même pas leur groupe sanguin. C'est l'occasion de connaître son groupe sanguin et c'est gratuit. Vous donnez le sang et en retour, vous avez le Ngori. Un bilan complet. Ngori. Ça veut dire que je peux partir à l'hôpital, on m'a donné mon bon d'examen, mais je viens vous donner le sang et j'ai le bon d'examen gratuitement. Bon, après, il faut noter que si vous êtes malade ou si vous êtes sous traitement, vous ne pouvez pas donner le sang. Bien sûr. Et il y a quelques conditions aussi pour donner le sang. Il faut être âgé de minimum 18 ans.
avoir un poids minimal de 50 kilos, ne pas avoir pris d'alcool et ne pas avoir fumé avant le don. Parce que si vous prenez de l'alcool, vous fumez, votre sang, là, on va le jeter, on ne pourra pas l'utiliser. Mais on vous enverra vos examens, on vous enverra vos résultats, les résultats de vos examens. Donc, en donnant le sang, vous devenez 1 euro, parce que vous sauvez jusqu'à 3 vies. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. Et vous avez l'ongorie parce qu'on vous fait le check-up. Est-ce que c'est pas bien ça? Non, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je pense que pour plus d'informations, vous allez certainement aller sur Facebook, sur la page, d'accord, ONG Résilience, qui est tout simplement disponible sur Facebook, et vous allez voir là, dans cette page, toutes les informations, donc toutes les activités du groupe de l'ONG depuis son ouverture jusqu'à présent. Et il y a aussi possibilité d'adhérer au groupe? Bien sûr. L'ONG Résilience n'est pas composée que de parents des enfants atteints de cancer. Toutes les personnes qui se sentent concernées par la cause, je vous invite à adhérer à l'ONG Résilience. Toutes les personnes qui se sentent concernées par cette histoire de cancer de l'enfant, toutes les personnes qui sentent qu'elles veulent, on vous attend, vous êtes les bienvenus. Alors, je pense tout simplement que vous avez déjà toutes les informations nécessaires. Pour plus d'informations, vous avez le numéro de téléphone, vous partez sur Facebook et vous cliquez ONG Résilience, voilà. Et